Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Nous recevons aujourd'hui, quelques jours après des élections européennes déterminantes pour l'avenir de l'Europe, la commissaire européenne chargée du rattrapage des régions les plus reculées et en difficulté, la portugaise Elisa Ferreira. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, le budget alloué à la politique régionale s'élève à 390 milliards d'euros sur la période 2021-2027. C'est en fait la deuxième enveloppe après la politique agricole commune. Pourquoi pensez-vous, Madame Ferreira, qu'il est important de maintenir ces fonds? On a pu voir dans les urnes lors des dernières élections européennes que l'extrême droite avait fait de bons scores dans les régions les moins industrialisées et les plus pauvres. Comment vous l'expliquez? Bien, c'est une question assez complexe parce que, en fait, la politique de cohésion est l'instrument qui maintient toute l'Europe, toutes ces régions écartées d'une fragmentation. Il faut rappeler quelquefois que l'Europe est basée sur la concurrence ouverte. Alors, s'il n'y a pas une politique qui aide les régions les plus pauvres, parce que pas tout le monde part du même niveau, alors les régions les plus pauvres, les régions qui ont besoin de créer des emplois performants, qui ont besoin d'avoir un futur, si on ne les aide pas dans ce contexte de compétition, on va aboutir dans une situation qui existe, mais qui serait bien pire s'il n'était pas la politique de cohésion, si la politique de cohésion n'était pas là. En fait, on ne peut pas avoir justement un rejet de cette politique de cohésion dans ce vote d'extrême droite. Et c'est quand on n'a pas une vision d'un futur pour la prochaine génération, quelquefois les gens sont si déçus et elles se sentent si écartées de toute la dynamique de la globalisation, des nouvelles technologies, qu'elles commencent à avoir peur du futur. Et quand les gens sont concernés et ils ont peur, elles s'attachent à quelqu'un qui leur dit « je te protège », même si cette personne veut seulement arriver au pouvoir. Et après, l'histoire nous raconte une histoire qui n'est pas vraiment si bonne. Et c'est à cause de cette histoire, de ce passé, où des gens comme ça ont commencé par dire la faute est d'une certaine classe sociale, ou la faute est des migrants, ou la faute est de ici et là. Alors, il faut avoir dans tous les agendas politiques, au niveau national, une préoccupation de cohésion, de donner des opportunités dans tous les territoires. Alors vous avez coécrit récemment une tribune avec votre collègue Nicolas Schmit dans laquelle vous dites que la politique de cohésion est plus nécessaire que jamais. Donc je rebondis un peu sur votre réponse. Pourquoi vous dites ça? Est-ce que vous pensez que cette politique de cohésion finalement est menacée? On a un budget très petit. C'est quand même le deuxième après la politique agricole commune. Oui, mais le budget global de l'Union européenne, c'est 1% de la richesse commune. Alors c'est un budget trop petit. Mais la vérité, c'est que, par exemple, quand on a adressé les vaccins pendant la pandémie où la santé, ce n'est pas une compétence européenne, la défense, ce n'est pas une compétence européenne, mais les gens, les citoyens nous regardent et nous disent « qu'est-ce que vous faites ?» Alors justement, la défense, les objectifs que se fixent les 27 en matière de défense dans le contexte évident de la guerre en Ukraine, est-ce que vous pensez que finalement ça peut faire passer la cohésion au second plan? C'est mon souci, mais je ne crois pas que ça va se passer. Même parce que ce texte qu'on a écrit d'une façon partagée, c'était un appel à que les citoyens puissent voter et faire une option en faveur des partis politiques qui sont pro-européens, qui ont confiance à l'Europe et qui donnent confiance à l'Europe. Parce que vraiment, c'était un moment critique. Et j'espère qu'avec les conclusions qu'on a au niveau européen et que vraiment les partis, les grosses familles politiques du centre élargi ont une majorité en termes politiques de l'Europe, alors qu'elles s'organisent de façon à maintenir au centre
de notre futur politique commun, vraiment la politique de cohésion. Sans la politique de cohésion, je trouve que l'Europe va se fractionner, surtout quand on pense que l'Europe doit s'élargir et le succès de l'élargissement, de tous les élargissements précédents, était fait avec un renforcement de la politique de cohésion. Justement, oui, vous parlez de solidarité européenne. L'idée de la politique de cohésion, c'est de finalement procéder à des redistributions financières entre les pays européens. Alors, il y a des études qui montrent que cette politique réduit les inégalités entre régions, donc ça fonctionne sur ce point, mais elle a du mal à atteindre les plus démunis. Pourquoi vous pensez que ce système redistributif, il ne marche pas complètement ? Je crois que l'objectif de la politique de cohésion, tel que j'ai interprété mon mandat, c'est pas vraiment de faire une redistribution d'argent. C'est une redistribution d'opportunités pour que tout le monde puisse contribuer à la richesse commune. Et bien sûr, pour ça, il faut avoir de l'argent. Alors, l'argent, c'est pas un but en si même, c'est une condition pour que le rattrapage, l'accélération de la croissance puisse se faire, même quand les États membres, même quand les régions, au départ, n'ont pas les moyens nécessaires pour le faire. Et c'est ça qu'on voit partout en Europe. Si vous regardez la richesse par habitant, quand on a fait l'élargissement, le niveau moyen pour ces pays-là était de 50% de la moyenne européenne. Alors, ils avaient la moitié de la richesse par habitant. Maintenant, avec la politique de cohésion, ils ont un niveau per capita de 80%. Alors, c'est une croissance incroyable. C'est vrai, mais on parle de moyenne. Comment faire pour atteindre ces individualités de personnes démunies qui n'arrivent pas à accéder à ces progrès et cette richesse ? Il y a, au niveau international, quand on voit l'écart et la qualité de vie, l'Europe fonctionne bien mieux que partout en Chine ou en Amérique. Alors, mais en tout cas, un problème, quelqu'un qui est démuni, c'est un problème. Mais la politique de cohésion aide les États membres. Alors, on ne peut pas décider qu'est-ce qu'on fait au niveau de chaque région de la Slovaquie ou chaque région de la France ou chaque région de la Roumanie. Alors, on dépend des propositions qui nous sont faites dans un contexte qui essaye de mettre en pratique les principes fondamentaux de l'Union européenne et de cet appui et de cette solidarité. On refinance, on appuie, mais c'est en partenariat. Alors, ce que vous dites, c'est bien sûr, il y aura toujours partout des gens qui sont démunis. Mais le travail qui a été fait avec les fonds européens de création d'emplois, de formation des gens, d'éducation, d'accès à la santé, c'est reconnu partout. Quelquefois, l'Europe s'est accusée de tout ce qui ne marche pas et les choses qui marchent et marchent assez bien, d'habitude ou très souvent, elles tombent sur les responsabilités des agents locaux, mais en fait, la visibilité est nécessaire. Alors justement, pour rendre ça plus visible, je voudrais qu'on cherche maintenant à comprendre les effets concrets de cette politique sur le terrain. Je vous propose de regarder ce reportage de nos deux journalistes, Luc Brown et Johan Baudin, qui ont sillonné l'Europe tout au long de l'année, de l'Estonie à l'Espagne, de la Pologne à la France. Voyons comment la politique de cohésion est le lieu où les principales priorités de l'Union européenne, comme la transition verte et la lutte contre la pauvreté, sont mises en œuvre dans la vie quotidienne des citoyens européens. Regardez. Dans une Europe où le doute s'installe sur sa propre cohésion, les 27 sont dotés d'un puissant instrument financier, levier d'une politique qui vise à lutter contre les inégalités. La politique de cohésion est le deuxième budget de l'UE. Une ambition, réduire les disparités. Voyage en Roumanie, Pologne, Estonie, Espagne, France. À la rencontre de ceux qui se battent contre la pauvreté, réduisent la fracture numérique et œuvrent pour une transition verte. Je veux dire, sans cet argent, je n'allais pas ouvrir une entreprise comme celle-là. Ici, avant, il n'y avait que des mauvaises herbes.
Nistor a travaillé en France pendant des années. Il est de retour en Roumanie pour lancer sa petite PME, une usine de jus de fruits grâce à un coup de pouce du Fonds social européen de 25 000 €. Créer des emplois pour lutter contre l'exode rural dans les régions les plus pauvres, mais aussi dans les métropoles les plus riches pour réinsérer les oubliés. Julio, il est entré en formation au plombier du numérique pour être technicien data center. Rudy, qui est parti en formation dans les espaces verts. Voilà, bravo à tous. Ce chantier d'insertion près de Paris est membre d'un réseau qui, en 30 ans, a aidé près de 20 000 personnes en grande exclusion en France à retrouver le chemin de l'emploi. L'Europe aide aujourd'hui pour mieux vous accompagner. L'aide aux plus démunis pour plus de 12 millions de personnes à travers l'UE, c'est le recours aux banques alimentaires au quotidien pour subvenir à leurs besoins. Ici, en Espagne comme ailleurs, le soutien européen représente un repas sur 4. En Espagne, les plus fragiles, ce sont aussi les migrants. L'UE aide à l'intégration de ces mineurs non accompagnés dans les communautés locales et dans les zones reculées et transfrontalières au maintien des soins de proximité, comme dans cet hôpital des Pyrénées. Des réfugiés, l'Europe a dû en accueillir des millions après l'invasion de l'Ukraine, comme ici en Pologne. L'UE a décidé d'allouer 17 milliards d'euros des fonds de cohésion pour soutenir des projets de logement, santé ou éducation. Autant d'initiatives qui doivent aussi être en accord avec l'autre objectif de la Commission européenne, le pacte vert pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. La transition en Estonie, c'est la fin de l'exploitation des schistes bitumineux et 18 millions pour proposer aux mineurs une reconversion dans des usines de batteries électriques. Il est important que nous présentions très rapidement aux travailleurs, aux gens, aux citoyens, une perspective qui apporte une solution immédiate à leurs problèmes. Même dynamique en Pologne, ces employés des centrales à charbon sont devenus installateurs de panneaux photovoltaïques, une transition financée par l'UE qui préserve l'emploi. Pour l'exercice 2021-2027, les fonds de la politique de cohésion s'élèvent au total à près de 390 milliards d'euros. Alors on a vu, Elisa Ferreira, que les objectifs écologiques sont très importants dans la politique de cohésion. On sait aussi que ces derniers mois, ces dernières semaines, le Green Deal a engendré beaucoup de protestations, notamment dans le monde agricole. Est-ce qu'on pourrait voir dans les prochaines années ces objectifs écologiques revus à la baisse ? Oui, non, je ne crois pas. Je crois qu'on a besoin maintenant d'adapter ce qu'on a décidé aux circonstances spécifiques de chaque région. Ce que vous avez vu, c'était vraiment un exemple de donner aux gens la capacité de partager les bénéfices du Green Deal. Alors, ce que j'ai visité plus de 90 régions de tous les pays de l'Europe, et je n'inclus pas le pays que je connais le mieux. Alors, j'ai visité, j'ai vu, j'ai parlé avec les gens. Et le problème est que si on n'organise pas une politique qui aide la transition, le choc est immense. Parce qu'il y a naturellement des usines qui étaient, par exemple, très polluantes et qui ferment. Les usines à charbon qui ne sont plus compétitives. Alors, quel est l'objectif, quel est le futur pour ces gens-là? Alors, et avec les instruments qu'on cofinancie et qui ont co-travail avec les acteurs du niveau régional et local et national, bien sûr, on donne de la formation, on appuie l'investissement alternatif. Et maintenant, il y a pas mal d'autres industries, autres activités qui leur donnent un futur. Et c'est cette transition, elle demande un appui spécifique. C'est pourquoi on a établi même un fonds supplémentaire, exactement dans le contexte de la politique de cohésion, qu'on appelle le Fonds de transition juste, et qui touche une centaine de régions dans tous les pays de l'Europe. Alors pour la toute dernière question, je voudrais qu'on revienne un petit peu à Bruxelles, où il y a d'intenses négociations en ce moment pour les postes clés de l'Union européenne, Commission européenne, Conseil européen, Parlement européen et chef de la diplomatie. Quel est votre regard là-dessus? Qui souhaiteriez-vous voir à la tête de ces institutions? Oui, je crois qu'avec beaucoup de différences et beaucoup de commentaires qu'on pouvait peut-être faire, les Européens ont dit on veut l'Europe. Alors le vote contre l'Europe n'est pas un vote central. Le vote central, avec beaucoup
petites différences, mais autour d'un projet et de l'appui au projet européen. Alors, j'espère que les grands postes et aussi les grandes institutions se concentrent dans la cohésion européenne. Et pour ça, on a besoin d'adresser, bien sûr, l'élargissement, bien sûr, la défense, tous les nouveaux atouts, mais en même temps, d'avoir une priorité à que les Européens se sentent capables d'organiser leur vie, leur futur avec de la paix, avec un respect mutuel et selon les principes fondamentaux de l'Union européenne. Et ça, c'est la liberté, c'est la tolérance, c'est aussi la croissance et c'est aussi l'opportunité d'avoir un travail, une famille ici en Europe. Merci beaucoup Elisa Ferreira d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis sur France 24 et RFI. Restez sur nos deux antennes, l'actualité continue.